dans un champ isolé d'un luxueux domaine rural, deux jumelles de 5 ans pleurent désespérément, contraintes de rester enterrées jusqu'au cou. Leur père, un homme d'affaires millionnaire en costume bleu, sourit froidement en jetant de la terre autour d'elles, prétextant qu'il s'agit d'un jeu spécial. Terrifié et incapable de comprendre la cruauté de ses enfants, les supplie de sortir, mais il ignore leurs cris. De l'autre côté du champ, un majestueux cheval blanc observe la scène avec un regard perspicace, pressentant que quelque chose de terrible se produit. Lorsque l'animal décide d'agir pour protéger les filles, son geste choque tout le monde. Tout d'abord, si comme nous, vous aimez les animaux, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci. Revenons à notre histoire. Le soleil de l'après-midi dorait les vastes champs du domaine, créant de longues ombres qui dansaient doucement au gré de la brise. À l'horizon, l'imposante demeure brillait tel un joyau serti dans le paysage verdoyant, symbole d'un empire bâti à force de travail, d'ambition et de quelques décisions douteuses. Mais là, dans ce champ isolé, loin des regards indiscrets et des oreilles attentives, se déroulait un spectacle contrastant avec la beauté sereine du coucher de soleil. Eduardo Vargas ajusta le nœud de sa cravate en soie bleue, les doigts légèrement tremblants, observant les deux petites silhouettes devant lui. Les jumelles de 5 ans, Luna et Estla, riaient et jouaient dans la terre meuble, leurs robes blanches, déjà tachées de boue, et leurs cheveux blonds au vent étaient l'image parfaite de l'innocence. Leurs yeux bleus vifs reflétaient la confiance aveugle qu'elles accordaient à celui qu'elles appelaient papa. « Les filles, êtes-vous prêtes pour notre jeu spécial ?» demanda Eduardo d'une voix enjouée, tel un acteur essayant de convaincre le public d'une pièce à laquelle il ne croit pas. Il tenait une petite pelle dans ses mains, dont le métal reflétait les derniers rayons du soleil comme un sombre miroir. Luna frappa dans ses mains, ses yeux brillants d'excitation. « Quel genre de jeu, papa ? » « C'est comme ceux auxquels maman jouait avec nous, » demanda-t-elle en mentionnant la défunte Isabella, ce qui fit déglutir Eduardo, une pointe de remords lui transperçant la poitrine comme une lame froide. « C'est différent, mes poupées, dit-il. C'est un jeu auquel seuls les papas spéciaux peuvent jouer avec leurs filles spéciales. Elles seront des trésors cachés, et je vais les recouvrir de la terre magique de ce champ. Ensuite, je partirai un moment, et à mon retour, nous verrons si je peux retrouver mes précieux trésors. » Estla fronça les sourcils, un air de doute traversant son visage angélique. « Mais, papa, et si on a peur ? Et s'il fait trop sombre ?» Sa voix exprimait une inquiétude enfantine sincère, mais aussi un instinct primitif qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. « Ne vous inquiétez pas, mes filles, mentit-il, essayant de paraître doux. Papa revient toujours chercher ses trésors. » Les mots jaillirent de sa bouche comme du miel amer, doux en apparence, mais chargé d'un mensonge qu'il ne parvenait pas à avaler. Son regard se porta vers le manoir lointain, où Victoria, sa nouvelle épouse, attendait sans doute avec impatience la confirmation que le « problème » était résolu. Eduardo commença à creuser de petits trous dans le sol, chaque coup de pelle résonnait dans le silence du champ comme des coups de marteau sur une enclume. La sueur ruisselait sur son front, tachant le col immaculé de sa chemise italienne. Ses mains, habituées à signer des contrats de plusieurs millions de dollars et à serrer des mains qui scellaient les destins, achevaient maintenant ce qu'il espérait être la fin de ses complications. « Allongez-vous ici, mes princesses, » ordonna-t-il. « Je vais vous envelopper très lentement, comme si vous étiez des graines magiques qui pousseraient et se transformeraient en quelque chose de magnifique. » Sa voix trembla légèrement sur le dernier mot, mais elle reprit rapidement ses esprits, conservant une apparence de jeu. Les filles obéirent, allongées dans les trous peu profonds avec la confiance absolue de celles qui n'ont jamais remis en question l'amour de leurs parents. Luna tendit la main pour toucher celle d'Estla, leurs petits doigts s'entrecroisèrent dans une démonstration instinctive de complicité et de protection mutuelle. Alors qu'Édouard jetait des poignées de terre sur eux, d'abord sur leurs jambes, puis sur leur poitrine, un mouvement à l'horizon attira son attention, un magnifique cheval blanc galopait vers le champ, sa crinière ondulant comme des vagues argentées dans la brise. L'animal s'arrêta à quelque distance, les naseaux dilatés comme s'il reniflait quelque chose de terrifiant. Eduardo l'ignora et poursuivit sa tâche macabre. La terre continuait de tomber sur les corps minuscules des filles, leurs torses menus à peine visibles.
Luna essayait de rester immobile, comme son père le lui avait demandé, mais elle ne parvenait pas à contenir les légers tremblements qui la traversaient. Il ne faisait pas froid, le soleil étant encore chaud, mais quelque chose dans l'atmosphère déclenchait ces alarmes silencieuses. « Papa, la terre me rentre dans la bouche », murmura Estla en crachant les grains de sable qui s'étaient glissés entre ses lèvres entr'ouvertes. Ses mains restaient entrelacées avec celles de sa sœur, un lien qui les maintenait courageuses, même face à l'inconnu. Eduardo marqua une pause, baissant les yeux vers ses filles à moitié enterrées. Un instant, il hésita, son regard trahissait une once d'humanité qui tentait d'émerger. Mais il se souvint alors de l'image de Victoria dans sa robe de mariée, de la promesse d'une vie sans complications, et des coordonnées bancaires que sa nouvelle épouse apporterait à l'union. L'instinct de survie étouffa tout remords. « Ce n'est qu'un instant, mon amour », mentit-il d'une voix rauque. « Ils comprendront bientôt que ça fait partie du jeu. » Soudain, le cheval hennit bruyamment, un son qui résonna dans le champ comme un cri d'alarme. L'animal se mit à tourner en rond, visiblement agité. Ses larges sabots martelaient le sol avec une précision féline, ses oreilles frémissaient, captant le moindre bruit et le moindre changement d'environnement. Quelque chose dans sa posture suggérait une extrême inquiétude. « Pourquoi ce cheval nous regarde comme ça, papa ?» demanda Luna en essayant de tourner la tête pour mieux voir. La terre autour de son cou limitait ses mouvements, créant une sensation de claustrophobie qu'elle n'arrivait pas encore à cerner. « Ne t'inquiète pas pour lui, princesse », répondit Édouard en s'efforçant de garder son calme. « Les chevaux sont curieux. Il partira bientôt et nous laissera jouer en paix. » Mais Eduardo ressentait un malaise grandissant. À chaque poignée de terre qu'il jetait, il se sentait exposé et jugé. Son cœur battait la chamade, non pas d'excitation ou de remords, mais de hâte à terminer cette tâche désagréable. Ses vêtements coûteux étaient sales, ses ongles impeccables étaient maintenant couverts de terre, et la sueur lui brûlait les yeux. « Papa, quand vas-tu revenir nous sortir d'ici ?» demanda Estla d'une voix hésitante. Une peur enfantine traversa ses yeux, et Eduardo déglutit. Ses mains hésitaient avant de continuer à les couvrir. « Bientôt, mon amour, » répondit-il. « Papa doit s'occuper de choses importantes, mais ensuite il reviendra chercher ses précieux trésors. » Le mensonge lui vint plus facilement, comme s'il répétait une pièce à mémoriser. Le cheval blanc, agité, hennit de nouveau et s'approcha de quelques pas, ses naseaux gonflant d'un air lourd de peur, de désespoir et de quelque chose de plus sombre qui flottait dans l'air tel un nuage invisible. Il s'arrêta complètement cette fois, regardant le cheval avec une irritation croissante. « Maudit animal », murmura-t-il, trop bas pour que les filles l'entendent. La présence du cheval commençait à perturber sa concentration, le poussant à se demander si cet endroit était vraiment aussi isolé qu'il le pensait. Les filles étaient maintenant couvertes jusqu'à la poitrine, seuls leurs visages et leurs épaules émergeant de la terre sombre. Elles ressemblaient à deux petites fleurs jaillissant du sol, délicates et vulnérables. Mais quelque chose dans leurs yeux commençait à changer, une compréhension primitive que ce n'était peut-être pas qu'un jeu innocent. Le silence du terrain n'était rompu que par le son rythmé des respirations haletantes d'Eduardo et les légers grincements de terre projetés sur les filles. Luna et Estla étaient maintenant enfouis jusqu'au cou, leurs visages pâles contrastant fortement avec la terre sombre qui les entourait. De fines larmes commencèrent à perler au coin des yeux d'Estla, non pas de douleur physique, mais d'une profonde confusion que son esprit enfantin ne parvenait pas à assimiler pleinement. « Papa, je n'aime plus ce jeu », murmura Luna, sa voix tremblant légèrement. « Je peux sortir ? Le sol est très lourd sur ma poitrine. » Ces paroles étaient d'une vulnérabilité qui lui noua l'estomac, un sentiment qu'il réprima rapidement. Il essuya la sueur de son front du revers de sa main sale, laissant une tache sombre sur sa peau bronzée. Il évita délibérément le visage de ses filles, se concentrant plutôt sur les mains tremblantes qui tenaient la pelle. « Encore un peu, mes princesses. Les trésors les plus précieux sont toujours les mieux cachés, » dit-il d'une voix mécanique et joyeuse, telle une poupée mécanique répétant la même phrase déjà apprise. Le cheval blanc avait cessé de galoper et se trouvait désormais positionné directement entre Eduardo et la sortie du champ, comme s'il avait pris une décision consciente. Ses yeux sombres étaient fixés sur l'homme au costume sale,
et il y avait quelque chose de presque humain dans l'intensité de ce regard. L'animal renifla bruyamment, frappant le sol d'une de ses pattes avant avec une force telle qu'elle fit légèrement trembler la terre. « Pourquoi fais-tu ça, papa ?» demanda Estla en essayant de tourner la tête vers le cheval, mais la poussière autour de son cou rendait tout mouvement presque impossible. Il a l'air en colère. Les chevaux s'énervent quand les gens font des bêtises. La question innocente frappa Eduardo comme un coup de poing dans l'estomac. Il jeta un rapide coup d'œil à Estla, soutenant son regard une fraction de seconde avant de détourner à nouveau le regard. Les chevaux ne comprennent pas les jeux, mon amour. Il va bientôt se calmer. Mais le cheval ne semblait pas vouloir se calmer. Au contraire, son agitation augmentait à chaque minute qui passait. Il se mit à gratter le sol de ses sabots, rejetant la terre en mouvements agressifs. Son hennissement résonna à nouveau dans le champ, cette fois plus fort et plus long, comme un cri de protestation qui semblait véhiculer toute l'indignation que les jeunes filles n'avaient pas encore exprimée. Eduardo consulta sa montre de luxe, les aiguilles dorées indiquaient que le temps passait plus lentement qu'il ne l'aurait souhaité. Victoria attendrait son appel, confirmant que tout était réglé. La nouvelle vie qu'ils avaient planifiée ensemble dépendait de cet après-midi, de ce moment, de cette décision qu'ils devaient mener à bien. « Les filles, papa doit partir maintenant », dit-il finalement, rassemblant le courage de regarder directement ses filles. « Vous resterez ici, aussi silencieux qu'un trésor obéissant, et je reviendrai bientôt vous chercher. Je vous promets qu'à mon retour, nous organiserons la plus grande fête que vous ayez jamais vue. » Luna essaya de tendre la main vers son père, mais ses bras étaient complètement immobilisés par la terre compactée. « Ne pars pas, papa. S'il te plaît. Je te promets d'être plus obéissante. Estla et moi serons les filles les plus sages du monde. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot, et une larme roula sur sa joue sale. Eduardo sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, mais il se força à tenir bon. Il avait fait trop de chemin pour reculer. D'un pas rapide, il se dirigea vers sa voiture de luxe garée au bord du champ, ignorant les cris de plus en plus désespérés des filles derrière lui. « Papa, reviens. Papa, ne pars pas », pleurait Estla à chaudes larmes, sa voix résonnant dans le champ vide comme le gémissement d'un fantôme. Luna murmura, effrayée. « Est-ce qu'il part vraiment ?» Le cheval blanc regarda Edouard s'éloigner, ses muscles tendus comme les cordes d'un violon sur le point de se briser. Au moment où l'homme passa, l'animal prit une décision qui allait changer le cours des choses. Le monde sembla s'arrêter. Eduardo marchait vers la voiture d'un pas déterminé, mais chaque mètre parcouru pesait sur ses épaules comme une montagne. Derrière lui, les cris désespérés des filles fendaient l'air comme des lames acérées, chaque mot faisant écho à sa propre conscience qui implorait pitié. « On ne peut pas sortir, la terre est trop lourde », s'écria Luna, paniquée. Le jeu avait été oublié depuis longtemps face à la terrifiante réalité d'être piégé, immobilisé, abandonné. Ses ongles minuscules tentèrent de griffer la terre autour de ses épaules, mais en vain, elles étaient complètement à la merci de la situation. Le cheval blanc observa Eduardo quelques secondes encore, comme s'il calculait, et évaluait. Ses yeux sombres brillaient d'une détermination presque surnaturelle. Puis, sans prévenir, l'animal se mit en mouvement. Eduardo venait d'atteindre sa Mercedes lorsqu'il entendit le bruit caractéristique des sabots martelant le sol à un rythme accéléré. Il se retourna instinctivement, les yeux écarquillés de terreur à la vue d'un mur de muscles blancs et de crinières ondulantes s'élançant vers lui tel un projectile vivant. Il galopa avec une fureur qui semblait canaliser toute l'injustice du monde dans ses mouvements puissants. « Non, non, non !» hurla-t-elle en essayant désespérément d'ouvrir la portière. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait atteindre la poignée, glissant sur le métal poli comme recouvert de glace. Le bruit des sabots se rapprochait, chaque coup résonnant à ses oreilles comme des tambours de guerre. L'impact fut dévastateur. Le cheval heurta Eduardo avec la force d'un train en marche, le projetant hors du wagon comme une poupée de chiffon. Il roula plusieurs fois par terre avant de s'immobiliser, son costume bleu déchiré et sale, ses vêtements coûteux désormais indiscernables des haillons d'un mendiant. Une douleur lancinante le traversa comme une décharge électrique, et il sentit une chaleur brûlante lui traverser le front.
À l'aide, cria-t-il en essayant de se relever, mais ses jambes refusaient d'obéir aux ordres de son cerveau. Le cheval s'approcha de nouveau, plus lentement cette fois, mais avec la même intensité menaçante. L'animal renifla bruyamment, ses narines dilatées exhalant de la vapeur dans l'air du soir, tel un dragon prêt à attaquer à nouveau. Même dans leur situation désespérée, les filles ont regardé la scène avec un mélange de peur et de fascination. « Qu'est-ce que le cheval a fait à papa ?» murmura Estla, sa voix à peine audible par-dessus ses propres sanglots. « Je crois qu'il nous protégeait, » répondit Luna, une étrange sagesse brillant dans ses yeux d'enfant. « Je crois qu'il savait que papa ne reviendrait pas, non ?» Eduardo parvint enfin à se relever, titubant comme un ivrogne. Du sang coulait d'une coupure sur son front, tachant encore davantage sa précieuse chemise. Ses yeux étaient hagards de peur et de douleur, il fixait le cheval comme s'il voyait un démon matérialisé. L'animal resta entre lui et les filles, clairement déterminé à ne plus le laisser s'approcher. « D'accord, d'accord » cria Eduardo au cheval, les mains levées en signe de reddition. « J'y vais seul. Lâche-moi. » Sa voix était brisée, toute son arrogance et sa froideur avaient fait place à une terreur absolue. Le cheval l'observa un long moment, évaluant la sincérité de ses paroles. Puis, lentement, il fit quelques pas de côté, créant un étroit passage entre lui et la voiture. Eduardo ne perdit pas de temps. Il courut maladroitement, parvint à atteindre le véhicule et y monta rapidement, verrouillant les portes comme pour le protéger de la fureur de l'animal. Le moteur rugit et la voiture de luxe fonça, soulevant un nuage de poussière qui flottait dans l'air tel un écran de fumée. Eduardo avait réussi à s'échapper, mais pas comme il l'avait prévu, il avait fui comme un lâche blessé, abandonnant les filles exactement où il le voulait, mais sans la froide satisfaction d'un plan bien exécuté. La poussière soulevée par la voiture en fuite mit plusieurs minutes à retomber, créant un rideau doré filtrant les derniers rayons du soleil de l'après-midi. Lorsque l'air se dissipa enfin, le silence revint sur la campagne, mais d'un autre genre. Ce n'était plus le silence tendu d'une conspiration, mais le silence protecteur d'un homme sur ses gardes. Le cheval blanc resta immobile quelques instants, l'oreille attentive au moindre bruit pouvant indiquer le retour de l'homme en costume. Ses muscles étaient encore tendus, prêts à l'action, mais il commença peu à peu à se détendre, convaincu que le danger immédiat était passé. Puis, lentement, le magnifique animal se tourna vers les filles. Luna et Estla le regardèrent avec un mélange d'admiration et de suspicion. Elles avaient été témoins de sa fureur envers papa, mais à mesure qu'il approchait, il irradiait une énergie totalement différente, ses mouvements étaient fluides, presque cérémonieux, comme s'il comprenait la délicatesse de la situation. La terre commençait à peser encore plus lourd, et Luna avait l'impression d'être lentement engloutie par le sol. Estla observa le cheval qui approchait, son intuition enfantine percevant quelque chose qui transcendait la peur. « Non, Estla, regarde ses yeux, » murmura Luna. « Ils sont beaux, comme ceux de grand-mère. » La voix d'Estla était pleine d'assurance, contrastant fortement avec sa vulnérabilité. Le cheval s'arrêta à quelques pas des filles, baissant sa tête majestueuse jusqu'à ce que ses yeux soient à la hauteur de leur visage. Pendant un long moment, une communication silencieuse s'établit entre l'animal et les filles, une compréhension mutuelle qui excluait tout dialogue. Puis le cheval se mit à agir d'une manière qui surprit même les filles. Avec des mouvements précis, il se mit à déplacer la terre autour de Luna avec une de ses pattes avant. Chaque coup de pied était calculé, précis, comme si l'animal comprenait exactement ce qu'il devait faire. « Il essaie de nous sortir d'ici », s'exclama Luna, les yeux brillants d'un espoir qui n'était plus là depuis des heures. « Estla, il veut nous aider. » Le cheval travaillait sans relâche, alternant entre les deux filles. Sa force était impressionnante, mais il la contrôlait avec précaution pour ne pas les blesser. À chaque poignée de terre retournée, l'espace se creusait autour de leurs corps ensevelis. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, se reflétant sur la robe blanche du cheval, lui donnant un aspect presque éthéré. La température baissait, et les filles sentaient le froid pénétrer leurs os à travers la terre humide. « Merci, poney » murmura Estla avec une sincère gratitude. « Tu es très doué. Comment t'appelles-tu »
Il s'adressa à l'animal comme à une personne, et cela lui parut naturel. Le cheval interrompit son travail un instant, comme s'il écoutait, puis renifla doucement et reprit. Son dévouement avait quelque chose de presque magique, une détermination qui dépassait l'instinct protecteur, on aurait dit qu'il avait décidé de devenir le gardien de ces deux âmes abandonnées. Au fil des heures, le cheval parvint à ameublir considérablement le sol. Les filles pouvaient désormais bouger les bras et la pression sur leur poitrine avait considérablement diminué. L'animal semblait déterminé à les libérer complètement, quel que soit le temps nécessaire. « Estla, tu crois que papa va revenir ?» demanda Luna, avec une tristesse dans la voix qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait connaître. Estla resta silencieuse un long moment, observant le cheval travailler. « Je ne sais pas, Luna, répondit-elle, mais je crois que nous avons un nouvel ami maintenant, et il ne nous abandonnera pas comme papa. » La nuit tomba, mais le cheval blanc continua sa veille, déterminé à protéger les petits. Le croissant de lune apparut à l'horizon tandis qu'il libérait enfin Luna de la terre qui l'emprisonnait. La fillette émergea telle une fleur qui s'ouvre, ses membres engourdis fourmillant tandis que la circulation sanguine reprenait. Elle essaya de se relever, mais ses jambes tremblantes ne la soutenaient pas et elle retomba sur le sol mou. Estla pleura de soulagement en voyant sa sœur lutter pour reprendre le contrôle. « Tu as réussi ? Es-tu libre ?» Le cheval blanc tourna son attention vers Estla, intensifiant ses efforts. Ses sabots pressant labouraient la terre avec une énergie renouvelée. Des gouttes de sueur perlaient sur sa robe, mais il ne montrait aucun signe de fatigue. Luna a réussi à se traîner jusqu'à l'endroit où se trouvait Estla, et ses petites mains ont commencé à aider le cheval, enlevant des poignées de terre avec une détermination farouche. « Je vais te sortir de là, Estla. On sort ensemble. » La coordination entre la fille et le cheval crée une puissante synergie. Tandis que le cheval retirait les couches les plus lourdes, Luna travaillait dans les espaces les plus restreints, libérant délicatement sa sœur jumelle. « Presque, murmura Luna, encourageant Estla et restant concentrée. Ses mains étaient écorchées et saignaient, mais elle ne ressentait pas la douleur, son attention était concentrée sur le sauvetage de sa sœur. Quand Estla émergea enfin, elle se serrait dans les bras avec une intensité qui arrêta le cheval. Elle pleurait de soulagement et de gratitude. Le cheval s'approcha et posa son museau contre leur tête, l'une après l'autre. Ce geste était une bénédiction silencieuse. Les filles caressèrent son visage soyeux, murmurant des remerciements qui détendirent l'animal pour la première fois depuis des heures. « Comment allons-nous rentrer ?» demanda Estla en regardant la campagne plongée dans l'obscurité. « Je pense que notre maison est ici maintenant, avec lui, au moins jusqu'à ce que nous sachions quoi faire, » répondit Luna. L'animal sembla comprendre et se positionna pour que les filles puissent se blottir contre son corps chaud. Sa fourrure constituait une couverture naturelle contre le froid nocturne, et le son rythmé de sa respiration était réconfortant, rappelant qu'elle n'était pas seule. « Comment crois-tu qu'il a su qu'on avait besoin d'aide ?» murmura Estla, les doigts entrelacés dans la crinière du cheval. « Peut-être que les anges l'ont envoyé, » répondit Luna avec la simplicité profonde d'un enfant. « Maman dit que les anges veillent sur nous quand il n'y a personne d'autre. » Les étoiles brillaient dans le ciel clair de la campagne. Le cheval veillait silencieusement. Ils avaient survécu à la première épreuve, mais ils sentaient que leur voyage ne faisait que commencer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que, de l'autre côté du champ, des lumières approchaient lentement. Le cheval leva la tête, l'oreille tendue au son, quelque chose approchait, et il devait décider s'il s'agissait d'une nouvelle menace ou d'un nouvel espoir pour ses protégés. Le faisceau d'une lampe torche dansait à travers les arbres telle une luciole géante, s'approchant du groupe. Le bruit de pas prudents résonnait dans le silence de la nuit, accompagné de la voix rauque d'un homme âgé qui appelait. « Thor ! Où étais-tu, bandit ?» Son ton exprimait l'inquiétude et l'affection paternelle, et en l'entendant, le cheval dressa les oreilles, reconnaissant la voix familière, mais resta à côté des filles comme s'il les présentait à son propriétaire. Lorsque la lanterne éclaira le petit groupe, le rancher Enrique s'arrêta, surpris. À 70 ans, il avait vu des choses étranges, mais pas deux petites filles crasseuses accrochées à leur cheval au milieu de la nuit.
Le cœur de son grand-père bondit, mêlé de compassion et d'inquiétude. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il en baissant prudemment la lampe torche. « Vous allez bien, les filles ? Que s'est-il passé ?» Sa voix était douce comme du miel, imprégnée de la patience qui vient avec l'âge. Luna et Estla échangèrent un regard incertain devant cette silhouette bienveillante. Leurs récentes expériences avaient semé la méfiance. Le cheval sentit son hésitation, se leva gracieusement et marcha vers Henri en reniflant doucement comme pour lui communiquer quelque chose d'important. « C'est Thor qui les a amenés ici », expliqua Henri en caressant familièrement l'encolure du cheval. « Cet animal a un instinct particulier pour trouver quelqu'un qui a besoin d'aide. » Ses yeux exercés remarquèrent la saleté collée aux vêtements des filles, la crasse dans leurs cheveux, signes évidents que quelque chose de très grave s'était produit. « Il nous a sauvés », murmura Estla d'une voix à peine audible. « Père nous a laissés enfouis sous terre, mais Thor nous a sortis de là. » Ces mots frappèrent Enrique comme un coup de tonnerre. Il avait enterré une femme et élevé 5 enfants, mais il n'avait jamais rien entendu d'aussi choquant dans la bouche d'un enfant. Son expression se durcit, non pas par colère envers les filles, mais par indignation envers celui qui les avait blessées. « Enterré » répéta-t-il d'une voix calme. « Tu veux dire que quelqu'un t'a fait ça exprès ?» Luna hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues sales. « Il a dit que c'était une chasse au trésor, mais il est parti et n'est pas revenu. On avait très peur, mais il a pris soin de nous. » Enrique s'agenouilla, ignorant la douleur dans ses genoux. Il ne prêtait attention qu'à ses 2 petites âmes blessées. « Connaissez-vous leur nom ? Savez-vous où ils vivent ? » « Je m'appelle Luna, et voici Estla, » répondit Luna en désignant sa sœur. « On vivait dans une grande maison avec papa, mais il a dit qu'on avait une nouvelle maman maintenant, et elle ne nous aime pas. » Enrique assimila l'information. Il avait entendu des rumeurs sur un riche homme d'affaires récemment marié, mais il n'avait jamais imaginé un abandon d'enfant. Il regarda les filles avec détermination. « Les filles, vous ne passerez plus une nuit dehors dans le froid. Ma maison n'est pas un palais, mais elle offre des lits douillets, de la bonne nourriture et beaucoup d'amour. » Il tendit la main à chacune d'elles, le regard empli de tendresse. Le cheval hennit doucement, approuvant la décision de son propriétaire. Il se tenait derrière les filles, les guidant vers la nouvelle vie qu'il leur offrait. Sous les étoiles sans fin, une nouvelle famille naquit des cendres de l'abandon. La maison d'Enrique, simple mais chaleureuse, avait des murs de bois chargés d'histoires d'amour et de souvenirs. Les lumières jaunâtres remplissaient la pièce de chaleur, contrastant avec la froideur du manoir où ils avaient grandi. « Commence par un bon bain chaud », annonça Enrique en les conduisant vers une petite salle de bain impeccable. « Ensuite, on trouvera des vêtements à notre taille. » Elle prépara l'eau de ses mains expertes, se souvenant des bains de ses propres enfants. Luna et Estla, encore hésitantes, échangèrent un regard. La gentillesse d'Enrique était réelle, mais la méfiance ne disparaît pas du jour au lendemain. Thor, comme s'il sentait son insécurité, apparut à la fenêtre de la salle de bain, son beau profil visible à travers la vitre, leur rappelant qu'il n'était pas seul. « Le cheval peut-il rester près de nous ?» demanda Estla, entrelaçant toujours ses doigts avec ceux de Luna. « Il nous protège. Nous ne voulons pas qu'il parte. » Enrique sourit tendrement. « Thor restera ici. Soyez-en sûrs, il connaît cette maison et n'abandonne jamais personne dans le besoin. » Ces paroles, pleines de conviction, calmèrent les filles plus que n'importe quelle promesse élaborée. Pendant qu'elles prenaient leur bain, Enrique se dirigea vers la cuisine, ses pas résonnant sur le plancher qui grinçait familièrement. Elle a ouvert des placards qui n'avaient pas bougé depuis des mois, à la recherche d'ingrédients pour préparer quelque chose de nutritif pour 2 filles qui n'avaient clairement pas mangé correctement depuis des heures. La solitude qui l'accompagnait depuis la mort de sa femme, Clara, lui parut soudain moins pesante. Il y avait de nouveau des voix dans la maison, des besoins à combler, des petites vies à protéger. Ses mains expertes préparaient des flocons d'avoine au miel, les mêmes qu'elle préparait pour ses propres enfants quand ils étaient petits. « Ça sent tellement bon », commenta Luna lorsque les filles apparurent dans la cuisine, vêtues de chemises en flanelle qu'Enrique avait trouvées dans une malle à souvenirs. Les vêtements étaient trop grands pour elles,
mais propre et chaud, comme des câlins géants. Enrique a servi le gruau dans de petits bols, décorés de fleurs peintes à la main par Clara des années auparavant. Ma femme disait toujours que la nourriture préparée avec amour avait une saveur particulière, commenta-t-il en regardant les filles manger avec un appétit vorace. Je pense que vous verrez si elle avait raison. Thor se tenait sur le porche, visible à travers la porte vitrée de la cuisine. Le cheval semblait détendu, mais son regard restait alerte, tel une sentinelle qui ne quitte jamais son poste. De temps à autre, il reniflait doucement, et les filles lui faisaient signe, un rituel silencieux qui réaffirmait leur lien privilégié. « Monsieur Enrique, dit Estla après avoir fini son porridge, pensez-vous que notre père va revenir nous chercher ?» Sa question était un mélange complexe d'espoir et de peur, comme si elle ne savait pas quelle réponse elle préférait entendre. Enrique choisit ses mots avec soin, sachant qu'ils résonneraient longtemps dans la mémoire des filles. « Je ne sais pas, ma petite, mais je sais que tant que tu seras là, tu seras en sécurité et aimée. Et si tu reviens, nous aurons une conversation très sérieuse sur la façon de traiter les précieuses petites filles comme toi. » Ces paroles contenaient une promesse silencieuse de protection qui rassurait les filles comme elles ne l'avaient pas été depuis des semaines. Thor hennit doucement depuis le porche, comme s'il approuvait les paroles du rancher, scellant un pacte de protection qui se renforcerait de jour en jour. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée des filles chez Enrique, et une routine paisible s'était installée entre elles. Luna et Estla se réveillaient au chant des coqs, aidaient à nourrir les poules et passaient leurs après-midi à jouer dans la cour sous le regard protecteur de Thor. C'était une vie simple, mais emplie de l'amour et de l'attention qu'elles avaient perdu depuis longtemps. Enrique remarquait des petites choses qui l'inquiétaient, les filles étaient surprises par des bruits soudains, notamment celui des voitures qui approchaient, elles mangeaient comme si chaque repas était le dernier, et elles lui demandaient souvent s'ils n'allaient vraiment pas partir, comme leur père. Chaque question était un coup de poignard dans son cœur de grand-père. « Les filles, je dois aller en ville aujourd'hui pour vous acheter des trucs, annonça-t-il au petit déjeuner. Des vêtements à votre taille, des chaussures, peut-être des jouets. Voulez-vous venir avec moi ? » L'expression des filles changea instantanément, la peur remplaça la tranquillité qu'elles avaient trouvée au ranch et elles se regardèrent avec une anxiété visible. « Et si on croisait papa là-bas » murmura Luna, la voix pleine d'une appréhension qu'aucune petite fille ne devrait connaître. « Si on se rencontre, je serai à tes côtés, répondit Henri fermement. Personne ne te fera de mal tant que je serai là. Thor peut aussi venir avec nous, si ça te rassure. La présence du cheval protecteur scella l'affaire. Les filles acceptèrent de se rendre au village, à condition que Thor puisse les accompagner. Enrique trouva l'idée quelque peu inhabituelle, mais il avait appris à ne pas remettre en question le lien particulier qui unissait les filles à l'animal. En ville, Enrique réalisa qu'il n'était pas le seul à s'intéresser à la situation des filles, des regards discrets le suivaient tandis qu'elles marchaient dans les rues principales, et il entendait des murmures lorsqu'elles pensaient qu'ils ne prêtaient pas attention. 2 filles étranges avec un vieux fermier suffisaient à alimenter les potins de la ville. « Enrique, sont-ce les filles que tu as trouvées disparues » demanda Doña Rosa, la propriétaire du magasin de vêtements, les yeux brillants d'une curiosité mal dissimulée. Quelle histoire terrible, de telles petites filles seules à la campagne. As-tu eu des nouvelles de leurs parents ? Nous essayons toujours de localiser la famille, répondit Enrique avec diplomatie, mais ses mains se refermèrent sur les épaules des filles pour les protéger. Il avait décidé de rester prudent avant de révéler des détails, le temps de mieux comprendre la situation juridique. Tandis qu'elles essayaient des vêtements, Estla murmura à Luna, « Les gens parlent de nous, je crois qu'ils savent que papa nous a abandonnés. » Sa voix était teintée de honte, comme si elle se sentait responsable de la situation. « Quoi que tu penses, » répondit Luna avec une sagesse surprenante pour son âge, « Monsieur Enrique nous aime vraiment. » Je le sens. À l'extérieur de la tente, Thor attendait patiemment, les oreilles constamment frétillantes, captant le moindre bruit, la moindre approche. Quelques personnes s'arrêtèrent pour admirer le magnifique cheval, mais lui resta concentré, seul à l'entrée de la tente, attendant ses protégés. En sortant de la pharmacie, Enrique surprit la conversation qui allait tout changer.
deux hommes chuchotaient à propos d'un riche homme d'affaires qui avait répandu la rumeur selon laquelle ses filles avaient disparu lors d'une promenade dans la propriété familiale. Eduardo Vargas offre une récompense pour toute information, dit l'un d'eux. Il veut absolument retrouver les filles, quel père dévoué, n'est-ce pas? Enrique sentit son sang se glacer, les pièces du puzzle s'assemblèrent d'une manière qui l'inquiéta. Si Eduardo Vargas propageait une version différente de l'histoire, cela signifiait qu'il n'avait pas oublié les filles. Pire encore, il construisait un récit qui le ferait passer pour la victime de la situation. En regardant Luna et Estela, qui jouaient innocemment aux côtés de Thor, Enrique prit une décision qui définirait l'avenir de tous, il avait besoin d'aide, et il en avait besoin rapidement. C'était un samedi matin lorsque le destin frappa à la porte du ranch d'Enrique. Le bruit d'un moteur de voiture de luxe trancha le silence champêtre comme une lame, forçant Thor à lever la tête et les filles à courir vers la fenêtre de la cuisine. Luna et Estela émirent de petits sons de panique en reconnaissant la Mercedes argentée qui s'approchait lentement sur le chemin de terre. « C'est lui », murmura Estela en serrant le bras de Luna assez fort pour laisser des traces. « C'est papa. Il est venu nous chercher. » Enrique sentait tous ses muscles se tendre. Il avait passé les derniers jours à chercher des conseils juridiques sur la situation, mais l'avocat de la ville était resté vague sur les droits d'un éleveur concernant les enfants trouvés sur sa propriété. Maintenant, confronté à la réalité de l'arrivée du père biologique, Enrique se retrouvait en terrain inconnu. « Restez ici, les filles, ordonna-t-il avec un calme qu'il ne ressentait pas, ne sortez pas avant que je vous dise que tout va bien. » Eduardo sortit de la voiture, vêtu d'un costume sombre impeccable, ses chaussures italiennes contrastaient fortement avec la simplicité rurale qui l'entourait. Les blessures de sa rencontre avec Thor étaient guéries, mais elles lui laissaient une petite cicatrice sur le front qu'il tentait de dissimuler avec ses cheveux. Il scruta la propriété du regard jusqu'à ce qu'il trouve Enrique sur le porche. « Monsieur » commença Eduardo, la voix chargée d'émotion, comme si elle avait été répétée. « Je crois que vous vous occupez de mes filles. Je suis Eduardo Vargas, et je suis impatient de les ramener à la maison. » Enrique descendit lentement les marches du porche, chaque mouvement étant calculé pour montrer qu'il ne se laisserait pas facilement intimider. « Ils m'ont raconté une histoire très intéressante sur la façon dont ils sont arrivés ici, monsieur Vargas. » Eduardo força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Les enfants ont une imagination fertile, n'est-ce pas? Ils se sont perdus lors d'une promenade dans la propriété, et je les ai cherchés sans relâche. Vous n'imaginez pas le désespoir d'un parent. » C'est à ce moment-là que Thor apparut, se déplaçant avec la grâce silencieuse d'un prédateur. Le cheval se plaça directement entre Eduardo et la maison, sa posture irradiant une hostilité impossible à ignorer. Ses yeux se fixèrent sur l'homme en costume, et un son grave et menaçant sortit de sa gorge. Eduardo recula instinctivement, son air de père inquiet vacillant momentanément. Cet animal semble agité. Il vaudrait peut-être mieux le tenir à distance pendant que je cherche mes filles, répondit Enrique, observant attentivement les réactions d'Eduardo. Il se trompe rarement sur le caractère des autres. Par la fenêtre de la cuisine, les filles observaient la scène avec une terreur grandissante. Estela se mit à pleurer en silence, et Luna la serra dans ses bras, la protégeant, lui murmurant des mots de réconfort auxquels elle-même ne croyait pas vraiment. « Papa semble différent, » murmura Luna, les yeux remplis de doute et de peur. « Ils sont aussi froids que lorsqu'ils nous enterraient. » Eduardo tenta de s'approcher de la maison, mais Thor lui barra le passage en reniflant bruyamment. Le cheval se souvenait clairement de la précédente rencontre, et son langage corporel indiquait clairement qu'Eduardo ne serait pas le bienvenu auprès des filles. « Monsieur Vargas, » dit Enrique prudemment, « il serait peut-être préférable d'avoir une conversation calme sur ce qui s'est réellement passé. Les filles sont en sécurité et bien soignées, rien ne presse. » Eduardo consulta sa montre de luxe, l'impatience commençant à transparaître sous son masque d'inquiétude paternelle. « Ce sont mes filles, monsieur. J'ai des droits sur elles. Je ne peux pas les laisser vivre avec des inconnus, aussi bien intentionnés soient-ils. » La tension était palpable, telle l'électricité avant l'orage. Thor continuait sa veille, prêt à agir si nécessaire,
tandis qu'Henri évaluait ses options limitées. Aux fenêtres, deux fillettes attendaient de voir si la brève période de sécurité et d'amour qu'elles avaient trouvée touchait à sa fin. L'impasse sur le porche s'éternisait à chaque seconde qui passait, semblant une éternité. Eduardo s'efforçait de garder son sang-froid, mais la présence intimidante de Thor altérait visiblement sa confiance. Le cheval le regardait fixement, comme s'il enregistrait chaque micro-expression, chaque geste, se préparant à agir si nécessaire. « Je devrais peut-être appeler les autorités, » dit Eduardo, essayant de paraître raisonnable, mais sa voix contenait une menace à peine voilée. « Je suis sûr qu'ils reconnaîtront que les enfants appartiennent à leur père biologique. » Enrique croisa les bras, la posture ferme. « N'hésitez pas à appeler, monsieur Vargas. Je suis sûr que les autorités seront également intéressées par la version des filles sur la façon dont elles ont atterri sur ma propriété. » C'est à ce moment-là qu'une seconde voix s'éleva dans l'atmosphère tendue. « Eduardo, mon cher, tu ne crois pas avoir causé assez de problèmes. » Tout le monde se retourna pour voir une femme élégante sortir d'une seconde voiture arriver discrètement pendant la confrontation. Victoria Vargas était une vision de sophistication, vêtue de vêtements coûteux qui criaient pouvoir et argent, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne correspondait pas à son apparence impeccable, un mélange de culpabilité et de détermination qui suggérait de profonds changements internes. « Victoria !» balbutia Eduardo, visiblement surpris par l'arrivée inattendue de sa femme. « Que fais-tu ici? Tu as dit que tu restais à la maison. »« J'ai changé d'avis, » répondit-elle en s'avançant lentement vers le groupe. Son regard se posa sur les filles et, pour la première fois, Enrique lut dans leur expression quelque chose qui ressemblait à un sincère remords. « Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il fallait que je voie de mes propres yeux ce que tu as réellement fait à ces filles. » Eduardo pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai déjà expliqué que c'était un malentendu, qu'elle s'était perdue lors d'une promenade. » Victoria l'interrompit, la voix lourde de lassitude. « Je connais la vérité, je l'ai toujours su, et je ne peux plus faire semblant de l'ignorer. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les filles regardèrent les adultes avec une confusion croissante, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais sentant instinctivement que quelque chose de fondamental était en train de changer. « Je t'ai vu préparer cette pelle cet après-midi-là, » continua Victoria, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Je t'ai vu choisir des vêtements à jeter. Je savais ce que tu préparais et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. » Édouard essaya de parler, mais elle leva la main pour le faire taire. « Quand tu es rentré ce soir-là, blessé et paniqué, en disant qu'un cheval avait ruiné tes plans, j'ai lu quelque chose dans tes yeux qui m'a fait réaliser quel monstre j'avais épousé. » Thor hennit doucement, comme s'il approuvait les paroles de la femme. Luna murmura à Estla, « Il parle du moment où Thor nous a sauvés. » Victoria continua, « Pendant que tu répandais tes mensonges sur les filles disparues dans la ville, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me regarder dans le miroir sans voir un complice. » Eduardo transpirait maintenant visiblement, son sang-froid complètement brisé. « Victoria, tu dis n'importe quoi. Tout le monde va peut-être penser que tu es devenue folle, » répondit-elle avec un calme surprenant, « mais je préfère être considérée comme folle plutôt que complice d'une tentative d'abandon de jeune fille sans défense. » Enrique serra plus fermement les mains des filles, sentant que l'heure de vérité était enfin arrivée. La confession de Victoria planait comme une épée au-dessus de la tête d'Édouard. Son regard allait tour à tour de sa femme, des filles, puis d'Henri, son esprit calculateur cherchant désespérément une issue au piège qu'il avait lui-même tendu. Mais Thor demeurait un rappel physique que certaines choses ne peuvent être surmontées par l'argent ou l'influence. « Tu ne peux rien prouver, » finit par dire Eduardo, sa voix ressemblant davantage à un appel désespéré qu'à une déclaration de confiance. Ce ne sont que les paroles d'une femme désemparée contre celles d'un homme d'affaires respecté. Victoria rit amèrement, un rire sans humour qui résonna dans la cour silencieuse. « Tu crois vraiment que je viendrai ici sans armes? » Elle sortit un petit enregistreur numérique de la poche de son sac. « Notre conversation ce soir-là, quand tu es rentré blessé et furieux, me racontant comment le cheval avait ruiné tes plans parfaits, tu as tout détaillé, ma chérie. Absolument tout.
Le visage d'Eduardo se tordit en un masque de pure panique. Il fit un pas vers sa femme, mais Thor lui barra immédiatement le passage, sifflant une menace qui se déroulait sans traduction. C'était un enregistrement illégal, cria Eduardo, son sang-froid s'effondrant enfin. Aucun tribunal n'accepterait ça comme preuve. Peut-être pas, intervint calmement Enrique, mais cela suffira à lancer une enquête en bonne et due forme, et je suis sûr que lorsque les autorités creuseront plus profondément, elles trouveront d'autres preuves. Luna leva les yeux vers Enrique, les yeux écarquillés et confiants. Monsieur Enrique, cela signifie-t-il que nous n'avons pas à retourner auprès de lui? Cette question simple et directe occulta toute attention des adultes, rappelant à tous l'enjeu réel, il ne s'agissait ni d'affaires ni de réputation, mais de deux petites filles qui méritaient sécurité et amour. Ça veut dire que tu resteras là où tu es en sécurité et heureuse, répondit Enrique en s'agenouillant à la hauteur des filles. Et là où les gens qui t'aiment vraiment pourront prendre soin de toi. Eduardo fit une dernière tentative désespérée, ce sont mes filles, j'ai des droits. Tu as renoncé à tous tes droits dès l'instant où tu les as enterrés dans ce champ, répondit Victoria avec une fermeté qui la surprit elle-même. Un vrai père meurt avant de blesser ses enfants. Tu as failli les tuer. Thor s'approcha des filles, baissant sa tête majestueuse pour qu'elles puissent lui caresser le museau. Ce geste scellait symboliquement la protection qu'il leur avait offerte dès le début. Luna et Estla le serraient dans leurs bras, murmurant des mots de gratitude qui semblèrent apaiser complètement le grand animal pour la première fois depuis des semaines. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Estla en regardant alternativement Enrique et Victoria. Victoria s'agenouilla lentement, se mettant à la hauteur des filles. Maintenant, je vais tout dire aux autorités et m'assurer qu'elles restent avec des gens qui les aiment vraiment et qui prennent soin d'elles. Elle regarda Enrique avec une gratitude sincère. Si Dieu le veut, ces filles ont déjà trouvé leur place ici, répondit Enrique, les mains posées sur les épaules de Luna et Estla, comme protégées. Et j'ai trouvé le but qui me manquait à la vie. Ce serait un honneur d'en être officiellement responsable. Eduardo regarda autour de lui le cercle de ceux qui s'étaient ligués contre lui, sa propre femme, l'éleveur têtu, deux petites filles qu'il avait tenté d'abandonner et un cheval qui semblait incarner sa conscience coupable. Finalement, la réalité de sa situation lui apparut. Ils ont détruit ma vie, dit-il amèrement, en retournant lentement vers sa voiture. Non, répondit calmement Victoria, tu as détruit ta propre vie au moment où tu as choisi de traiter des filles innocentes comme des obstacles jetables. Alors qu'Edward s'éloignait, peut-être pour la dernière fois, Thor hennit doucement, non pas en signe de triomphe, mais comme une simple déclaration que la justice avait finalement prévalu. 6 mois plus tard, le même chant, témoin de l'abandon et de la terreur, résonnait désormais de sons de pure joie. Luna et Estla couraient parmi les fleurs sauvages qui avaient poussé avec l'arrivée du printemps, leur rire se mêlant au chant des oiseaux dans une symphonie de vie renouvelée. Thor galopait à leur côté, n'étant plus un protecteur désespéré, mais un joyeux compagnon dans un jeu sans fin. Grand-père Enrique, cria Luna en courant vers le porche où le rancher observait la scène avec un sourire qui semblait illuminer tout son visage ridé. Qu'ils viennent jouer avec nous. Enrique rit d'un rire profond et sincère qui résonna dans les champs comme une musique. Thor a vraiment dit ça. Et comment sais-tu ce qu'il dit? On l'a toujours su, répondit Estla avec le sérieux dont seuls les enfants peuvent faire preuve lorsqu'ils évoquent l'impossible. Il a des yeux qui parlent comme les nôtres. Le cœur d'Enrique se réchauffa, comme toujours lorsque les filles l'appelaient « grand-père ». L'adoption avait été finalisée le mois précédent, grâce aux témoignages et aux preuves de Victoria. Eduardo perdit non seulement la garde de ses filles, mais risqua également des conséquences juridiques, travaux d'intérêt général et suivi psychologique obligatoire. « Tu sais quel jour on est ?» demanda Enrique en descendant les marches du porche pour rejoindre les filles sur la pelouse. « C'est le jour où Thor nous a trouvés », s'exclamèrent-ils tous les deux à l'unisson, leurs visages illuminés par la joie d'un souvenir qui était désormais un motif de célébration, et non de traumatisme. Enrique avait instauré la tradition de célébrer ce jour comme un jour de gratitude. Ils ont réfléchi à la façon dont leur vie avait changé et étaient reconnaissants de la famille qu'ils étaient devenus. C'était un jour pour se rappeler que, même dans les circonstances les plus sombres,
l'amour et la gentillesse peuvent s'épanouir. Et que signifie encore ce jour, demanda Luna, agenouillée sur l'herbe douce. C'est le jour où nous trouverons notre vraie famille, répondit Luna en le serrant fort dans ses bras. C'est le jour où nous découvrirons que les familles ne se résument pas à celles et ceux qui partagent le même sang, mais à ceux et celles qui choisissent de s'aimer sincèrement. Estla hocha vigoureusement la tête et ajouta. Et c'est le jour où nous avons appris que les anges ont parfois 4 pattes et une crinière blanche. Thor s'approcha du cercle familial, inclinant sa tête majestueuse pour recevoir l'affection qu'il savait lui être accordée. Les cicatrices de sa vie passée avaient disparu, remplacées par un contentement serein, celui de celui qui a trouvé sa véritable raison d'être. Le soleil de l'après-midi dorait la campagne, exactement comme ce terrible jour des mois plus tôt, mais la lumière était désormais différente. Là où régnait auparavant froideur et abandon, régnait désormais chaleur et sentiment d'appartenance. La même terre qui avait failli engloutir 2 jeunes filles innocentes soutenait un jardin qu'elles avaient planté de leurs propres mains, chaque légume étant une déclaration d'espoir pour l'avenir. « Grand-père, dit Estla pensivement, penses-tu que notre histoire aura une fin heureuse pour toujours ?» Enrique regarda autour de la propriété, qui palpitait désormais d'une nouvelle vie, les filles jouaient, Thor paissait avec contentement, la maison transformée d'un lieu de solitude en un foyer rempli d'amour et de rire. « Ma chère, répondit-il d'une voix pleine d'émotion, notre histoire n'est pas celle d'une fin heureuse, c'est celle d'un début heureux qui continue chaque jour. » Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'or, la nouvelle famille se rassembla sur le porche pour admirer le spectacle. Luna et Estla s'alignèrent à côté d'Enrique, et Thor se tenait à proximité, sentinelle éternelle passée du statut de protecteur à celui de membre à part entière d'une famille prouvant que le véritable amour transcende le sang, les circonstances et même les espèces. Là où régnait autrefois le désespoir, des fleurs poussaient désormais, là où régnait autrefois l'abandon, régnait désormais l'amour inconditionnel. Et là où 2 petites filles avaient presque perdu foi en la bonté humaine, elles découvrirent que le monde recelait encore assez de magie pour transformer les pires expériences en bénédictions déguisées.